Et tous les intervenants, je vais demander, pour conclure ces rencontres, je vais demander à Bernard Frochot, qui est, m'a-t-on dit, juste là derrière, qui se cache. Ah ben d'accord, qui dormait, de se réveiller et, et de conclure ces rencontres, après quoi je vous ferai un petit rapport d'étonnement, on va dire, voilà, ce qu'on m'a proposé, demandé de faire pour terminer ces 20e rencontres. Non, c'est un pointeur, ça. Oui. Voilà, allez-y. Bien, alors... Allô? Oui. Allô, allô. Donc, s'il fallait résumer les rencontres, ça serait un petit peu dur. D'un autre côté, en retirer l'essentiel. Déjà, je demande que chacun se remémore l'exposé de Vincent Ducarme hier, qui d'emblée, avant qu'on ait discuté, avait déjà largement fait le tour des questions. Et donc, je vais me contenter d'en souligner quelques points. Comme ça, en passant, j'ai été très impressionné par la qualité des interventions, leur diversité aussi. Et je vais en sortir juste quelques points. Alors, j'ai retenu de certaines discussions que nos points de vue étaient souvent fixistes, quand même. On avait une idée fixe de ce que devait être un milieu, du nombre d'espèces qu'il fallait y avoir, sinon certaines étaient qualifiées d'invasives, d'autres, etc., pas à leur place, etc. Mais donc, c'est un peu un point de vue qu'il faut dépasser. Hein. L'état de référence, par exemple, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Hein. Quel est l'état de référence d'un écosystème que l'on gère, hein, voilà. Alors, il est ressorti aussi l'importance des réserves. Hein, c'est apparu parce qu'on a parlé de plusieurs réserves nommément. Célos nous a dit que 30% du territoire pourrait être en réserve, par exemple. Ce n'est pas tellement comme état de référence, c'est plutôt comme lieu où on conserve les patrimoines génétiques et les espèces en dehors de processus qui les altèrent. Voilà, hein, c'était plutôt dans un esprit conservatoire, mais les deux sont exacts. Alors maintenant, pour la biodiversité, j'ai des idées déjà anciennes d'un moment, il y a quelques années, où on parlait beaucoup des niveaux de biodiversité. On en parle moins, mais je pense qu'on peut y revenir. Les niveaux de biodiversité, ça commence avec le niveau génétique. Bon, on appelle ça les gènes, si on veut, à l'intérieur des cellules. Le niveau supérieur, alors on dit souvent les espèces, mais non, pas du tout. Ce n'est pas les espèces, c'est les organismes, le niveau supérieur. Hein. Les organismes, eux, sont découpés en espèces, sous-espèces, etc. Mais ce sont les organismes. Hein. Et puis, il y a les écosystèmes. On parle parfois d'habitat, ce qui est un peu réducteur. Écosystème, c'est quand même mieux, plus large, hein, qui sont au-dessus. Donc, les gènes sont contenus dans les organismes, qui sont contenus et qui sont en vie dans les écosystèmes. Hein. Et puis, il y a quand même un quatrième niveau supérieur, qui n'est pas purement biodiversité, mais qui est très important, c'est celui des processus. Hein, processus. On y a fait allusion peut-être sous d'autres termes, mais les processus, c'est par exemple l'érosion, la dynamique fluviale, les aléas les processus climatiques divers. Certains processus ont d'ailleurs pour origine des membres de la biodiversité. Hein. La gestion des rivières par les castors, le broutage de toute la végétation partout en forêt et ailleurs par les ruminants, les chenilles qui font des dégâts, enfin, entre guillemets en tout cas, des pullulations sur les arbres forestiers, tout ça, sont des processus qui donc créent éventuellement et maintiennent en vie les écosystèmes. Donc à nouveau, l'écosystème dépend de processus. Alors c'est important de s'en souvenir. D'ailleurs,
on nous a posé la question, sans la dire comme ça, à propos, par exemple, des pelouses calcaires. Hein. Quelqu'un nous a parlé des pelouses calcaires. On a dit, les pelouses calcaires, elles disparaissent parce que la forêt reprend le dessus, etc. C'était avant les incendies et tout ça, et le réchauffement climatique, hein, qui va peut-être résoudre la question, mais avant. Donc les pelouses calcaires, alors, premièrement, on veut les maintenir. Ça, c'est un choix. Pourquoi maintenir un écosystème, un paysage, dont le processus créateur a disparu, puisqu'on pâturait très fortement sur les dessus de coteaux, ça entretenait les pelouses calcaires. Plus de pâturage, alors faut-il et comment faire pour maintenir des écosystèmes alors que les processus qui les ont créés, qui les entretiennent, ne sont plus là, hein. Voilà, c'est vraiment une question qui se pose souvent. On a la question sur les rivières. J'en parlais avec Bouchard récemment. Comment faut-il et comment faire maintenir des biefs sur des rivières alors que les moulins qui justifiaient ces biefs ne sont plus là et n'ont plus de fonction? Est-ce que c'est vraiment raisonnable, hein? Donc on a la question souvent des processus qui finalement il faut toujours considérer, hein? Voilà. Alors en restant au niveau des espèces, j'y reviens un peu trop souvent, on a des points de vue un petit peu figés et partiels. Je prends l'exemple des carrières. Les carriers qui ouvrent donc dans la roche, par exemple, ou dans les alluvions, des carrières neuves, font apparaître des plantes pionnières, des espèces pionnières, qui viennent de milieux naturellement érodés ailleurs, dans les montagnes, mais qui retrouvent ici les conditions. Donc ça, c'est facile. L'action du carrier, qui remet à nu la roche-mère, fait le jeu d'espèces pionnières. Donc très souvent, les protecteurs de la nature créent des réserves dans les carrières abandonnées. Alors ce sont des réserves qui sont un peu provisoires, parce que la plante pionnière, elle va rapidement se trouver dominée par d'autres plantes et disparaître. Elle n'est là que pour quelques années souvent. Donc ça va poser la question d'entretenir, rajeunir la carrière éventuellement si on veut vraiment maintenir les plantes pionnières. Puis ça va poser une question de réglementation. Parce que là, la réglementation française leur tombe dessus et on dit « Ah, il y a des espèces pionnières qui sont sur la liste des espèces protégées, on arrête la carrière. » Évidemment. Hein. Donc, pour protéger des espèces provisoires, on va empêcher le processus qui crée l'habitat de ces espèces. Voyez. Donc, on tombe vite sur des contradictions. Hein. Voilà. Donc, voilà un exemple. Hein. Les gens du groupe Tetra, ils sont encore là. Hein. Voilà. Ils ont pris leur lait de ceux qui ne s'intéressaient qu'au tétra à l'origine, hein, pour le protéger. Le tétra diminue. Alors ils ont compris que pour s'intéresser au tétra, il fallait s'intéresser à tout l'écosystème. Ils sont tombés sur les processus, le scolite étant un des processus, la gestion de l'homme un autre, etc. Et ils s'intéressent à toute l'écologie des hautes chaînes du Jura. Alors, ça prouve aussi d'un certain sens politique, pour revenir à nos dernières discussions. Parce que quand le tétra aura disparu, votre groupe, il va se maintenir. Hein, voilà. Bon. Et effectivement, mais c'est très bien comme ça, il vaut quand même mieux voir les choses en grand, hein, avec toutes les forêts jurassiennes, que de se focaliser sur un ou deux oiseaux, même si ces oiseaux sont de bons indicateurs par ailleurs. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer de considérer la biodiversité, effectivement, dans tous ses niveaux, hein, et puis dans la durée, puisqu'on se rend compte de plus en plus au bout de ces 2 journées que la nature change, que
c'est normal, et puis que finalement, c'est bien comme ça. Voilà. Du coup, je vais vous faire part un peu de mon retour sur ces 2 jours, qui n'est que mon regard, qui ne vaut rien d'autre, mais c'est le mien. D'abord, je tiens à remercier absolument tous les intervenants pour s'être pliés à cet exercice qui est quand même assez ingrat, disons les choses, d'apporter vos connaissances, tout votre travail et de le résumer en quelques minutes avec quelqu'un qui derrière vous dit plus que 5 minutes, etc. C'est pas marrant, c'est un peu frustrant et c'est aussi frustrant pour vous qui écoutez parce que vous avez sans doute envie de croiser voilà, ce regard-là avec le vôtre et puis de contribuer d'une façon ou d'une autre. Mais c'est la règle du jeu. Et malgré ces contraintes, je suis frappé par vraiment la grande richesse des études et des témoignages qui ont eu lieu, frappé aussi par la diversité des questions qui ont été posées et rapportées, avec à travers des focus sur des groupes d'espèces, des milieux très différents. Je remercie aussi, je ne veux pas les oublier, à tous les organisateurs et tous les techniciens ici présents, son et vidéo, qui ont assuré pendant 2 jours et qui font un travail de belle qualité. C'est très important. N'oubliez jamais que voilà, sans tous ces gens-là, ce genre de rencontre ne pourrait pas exister. Oula. Non, c'est pas bien ça. Ouais, c'est facile, c'est facile. Très professionnel, enfin je reviens un peu dessus. Hein. Je questionnerai néanmoins 2 points à la suite de ce que j'ai entendu durant ces 2 jours. Le premier point, c'est que malgré certaines tentatives que j'ai quand même identifiées, je me demande s'il ne faudrait pas croiser davantage les regards dans vos études et appréhension des bouleversements écologiques auxquels vous avez à faire face. Nous avons à faire face. En croisant davantage les disciplines des sciences biologiques, physiques et humaines, humaines économiques, sans parler de leur croisement avec des approches économiques et politiques encore rarement présentes dans les études présentées ici. Or, l'établissement de diagnostics pluri- et transdisciplinaires sont la condition de plans d'action territoriaux souvent efficients et durables. Et dans le prolongement de cette question, je m'interroge également sur l'implication citoyenne dans vos réseaux, celle des acteurs locaux non scientifiques et naturalistes, qui sont des habitants lambda, des acteurs professionnels, des élus, dans vos suivis et dans vos actions de préservation, ou en tout cas dans ce que j'en ai perçu ou ce qui a été présenté. Donc je suis prudent. Mais je vous fais part de ma réaction. Et à part l'étude rapportée par Vanessa Manseron hier matin, cette dimension citoyenne a-t-elle fait ou fait-elle l'objet d'études spécifiques sur les différences de perception des crises écologiques et des réponses à y apporter selon les publics? Je ne le sais pas et je pense que ça pourrait être tout à fait utile de le savoir pour essayer de faire avec et pas seulement pour le plus grand nombre ou contre quelques-uns. Cela m'étonne un petit peu pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on est dans un cadre de colloque, on n'est pas dans un cadre de colloque scientifique international et, me semble-t-il, cette dimension aurait pu se déployer davantage. Mais aussi parce que face à l'âpreté des crises écologiques et climatiques, face aux défis immenses pour y répondre, je ne crois pas du tout que les solutions peuvent être élaborées seulement, je dirais, par les sachants, par les experts, mais bien en concertation, mieux en co-construction réelle, effective, avec les différents acteurs du territoire concerné. Acteurs économiques, politiques, associatifs, culturels, éducatifs, etc. Porteurs de savoir eux aussi, dans des registres très divers, mais aussi des visions et des intérêts différents, voire contradictoires, et ça au prix de dialogues que je connais longs, parfois difficiles, parfois râpeux,
Et cela exige des moyens nouveaux et spécifiques, mais encore une fois, je le crois tout à fait indispensable de progresser dans cette voie. Et alors que nous nous interrogions tout à l'heure sur la nécessité d'un engagement plus politique des naturalistes et des chercheurs, je crois que cette attention à être plus inclusif d'autres acteurs est une forme d'engagement politique fort qui procède d'une affirmation puissante de la responsabilité aujourd'hui des naturalistes et des chercheurs dans notre société et dans le débat public. J'ajouterai qu'il serait précieux, de mon point de vue, de lancer ici et là, dans les territoires locaux, des expérimentations auxquelles vous pourriez très fortement contribuer. Et cela pour tester différentes solutions de préservation de la biodiversité, car beaucoup de celles que diverses élites ont préconisées n'ont pas été toujours couronnées de succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour aussi tenter de conjuguer préservation de la biodiversité et préservation de la qualité de vie des humains locaux, pour inventer de nouvelles formes de cohabitation entre vivants, pour tester de nouvelles trajectoires de développement plus bénéfiques pour le vivant et les milieux naturels, et enfin pour tester, pour tenter d'atténuer et de s'adapter aux crises. Voilà, je ne sais pas si ces questionnements et mes attentes peuvent nourrir la réflexion sur la suite de votre action et de vos prochains temps d'échange, mais enfin, c'est dit. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Alors, un petit mot du président. C'est moi, le président. Pas déconner. Donc, j'ai ouvert ces rencontres. Eh bien, je suis très heureux de voir qu'elles connaissent un franc succès. Et donc, j'ai remercié a priori. Maintenant, je vais remercier a posteriori. Donc, merci tout d'abord au Jardin botanique de l'Arquebuse de nous avoir accueillis. On n'était pas toujours bien assis, les grands en particulier. Bon, mais ça a fait et nous sommes encore nombreux pour finir. Merci à tous les intervenants pour la grande qualité de leur intervention. Les intervenants, ils interviennent, évidemment. Et pour la grande qualité des interventions et des débats. Merci à Geneviève pour son travail de prospection, pour son travail de conseil, pour son travail de persuasion auprès des intervenants. Merci à Vincent, grand animateur de nos 2 journées, pour la qualité, la tenue des débats, de ces questionnements. Merci à toute l'équipe salariée, Mathieu, Daniel, Colline, Nathalie, elles œuvrent encore dehors. Elles aiment bien le froid, on dirait. Mais Nathalie, Astrid, pour leur important travail de préparation, pour leur travail d'installation et de tenue de ces rencontres. Merci à tous les bénévoles pour leur aide. Ceux-là, il ne faut pas les oublier, parce qu'ils étaient plusieurs, je pense, plusieurs dizaines. On n'a pas su me dire. Mais, ou bien j'ai mal posé ma question, peut-être. Mais il y en avait beaucoup. Et sans eux, le travail n'aurait pas pu se faire pour un aussi bon résultat. Merci à toutes les structures exposantes, aux structures ayant réalisé des posters. Et merci aux équipes techniques pour, j'espère, des reportages et des films de qualité. Mais bon, pour les repas, pour toutes ces choses qui font que ces rencontres sont agréables. Merci à vous, public, très nombreux, jusqu'à la fin des rencontres. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, je pense que vous n'avez pas été déçus par la journée, par ces 2 jours. Pardon. Donc, merci à vous tous, à vous toutes, pour la réussite de ces rencontres. Alors, un dernier conseil, n'oubliez pas de rendre vos badges. Ils serviront l'année prochaine. Puis, on évitera du gaspillage de matières carbonées, fossiles. Abonnez-vous à Bourgogne-Franche-Comté Nature, si vous ne l'avez pas encore fait. Ah, ça te convient, hein?
Bon, moi aussi. Bon, il me reste à vous donner la moitié de la route pour le retour. En Côte d'Ivoire, on dit toujours comme ça. La moitié de la route pour le retour, l'autre moitié pour que vous reveniez l'année prochaine. Voilà. Donc, merci et bravo pour l'organisation de ces 20e des rencontres qui sont d'un très grand cru. On peut vous applaudir.